Bien, de la souveraineté mortifère de son nom jusqu'au cortège de mèmes qui l'accompagne depuis son éclosion, ou les espoirs millénaristes et les théories du complot qui l'éveillent, le coronavirus semble s'être déjà érigé en un mythe contemporain. L'on sait que pour Claude Lévi-Strauss, la véritable fonction d'un mythe est, je cite, de fournir un modèle logique capable de surmonter une contradiction, tâche irréalisable quand la contradiction est réelle. Nous tenterons de montrer que celle qui est en jeu dans le processus de mythologisation de la présente pandémie se situe entre le tabou sur la mort qui régit nos sociétés médicalisées et le retour en force des strates archaïques de sa représentation. Comme nous le rappelle le Thinking Guy, que vous connaissez sans doute, donc le célèbre mème, excusez-moi, je vais essayer de le retrouver ici. Euh, ouais, comme le rappelle donc le Thinking Guy, la couronne, du latin corona, constitue le degré zéro de la sémiosis du virus. Baptisé au cœur des Swinging Sixties de par la forme quelque peu Mad Maxienne des virions qui en rendent l'aspect et le fonctionnement d'autant plus agressifs. Ce terme, qui se voulait descriptif, promeut le virus à une étrange royauté qui ne va pas sans rappeler le sens même de la souveraineté jusqu'à l'âge classique, à savoir le droit de donner la mort, bon, selon l'analyse classique de Foucault dans La volonté de savoir, reprise par Agamben dans son paradigme du régime absolutiste. Donc, cette idée de la souveraineté, avant que les nouvelles technologies de pouvoir n'intronisent un autre régime de droit dont la fonction est de faire vivre ou de rejeter dans la mort, mais la population. Ce n'est plus l'existence, je cite Foucault, ce n'est plus l'existence juridique du souverain qui est en cause, c'est l'existence biologique d'une population. Étrange oxymore, donc, par lequel le coronavirus réintroduit le spectre de l'ancienne souveraineté sur la nouvelle biopolitique. Cette mort couronnée a une longue, bien que relativement discrète, histoire figurale en Occident. Elle ne peut qu'évoquer la vieille figure de la création pandémique la plus fulgurante, la mort qui triomphe de tout, dans les triomphes de la mort qui accompagnent la peste noire dans l'Europe médiévale. Variante savante et antiquisante introduite par le Triumphus Morti de Pétrarque, des danses macabres qui l'éclipsent numériquement, elle personnifie la mort souveraine allant jusqu'à l'apparition d'une couronne dans la fresque de Giacomo Borlone à Clusone, sorte de double terrestre du roi des enfers. Et donc c'est cette image de la fin du 15e. Bon, cet imaginaire de la mort couronnée va continuer. Elle n'est pas aussi importante statistiquement que celle de la mort qui terrasse la souveraineté, ce que l'on retrouve dans les danses macabres, lorsque les squelettes font danser les rois, les empereurs, etc. Elle n'est pas donc dominante, mais elle est importante et elle se retrouve dans quantité de créations, dont une aussi assez spectaculaire, le sarcophage à Vienne de Charles VI. Et puis, par la suite, ça devient vraiment quelque chose de très, très diffusé, banalisé dans l'iconographie de la sous-culture goth et métal. Là, vous avez vraiment tout le choix. Puis, évidemment, aussi chez les tattoo artists, etc. Je pense qu'il y a peut-être même parmi vous des gens qui ont des couronnes, des squelettes couronnés dans vos tattoos. Cette riche filiation semble toutefois inactivée dans le monde des mèmes, ce qui nous introduit un paradoxe que nous retrouverons autour de ce mythe. Le conflit entre son potentiel macabre, le terme, comme vous le savez, est dérivé justement des danses macabres induites par la pandémie de la peste noire au XIVe siècle, et le tabou sur la mort contemporain étudié dès les années 60-70 par, entre autres, Philippe Ariès et quantité d'historiens. Or, l'occultation du macabre semble s'inscrire dans la mémétique même du nom. À l'étymologie savante, c'est très tôt opposé celle fantaisiste, érigée de façon potage par son association avec la populaire boisson mexicaine. L'association du virus à la corona est à la source de multitudes de mèmes. Donc, bon, là, vraiment, on a l'embarras du choix. Et vous en avez sûrement reçu et diffusé plusieurs sur votre WhatsApp, Facebook, etc. Alors qu'aucun ne semble réactiver le potentiel iconographique baroque antérieurement évoqué. Cette tentative carnavalesque de relativiser l'angoisse par l'humour, rendant dérisoire la menace par son association avec la marque commerciale d'une boisson festive, ne semble pas entièrement efficace. En effet, au-delà des mèmes, des comportements d'évitement collectif démontrent la contagion mythopoétique de la phobie, renouvelant ironiquement l'hypothèse de la genèse des mythologies comme maladie du langage, chère aux mythographes du 19e siècle. En effet, je cite, CNN reported that a survey said 38% of Americans would not buy Corona
under any circumstances because of the outbreak. Donc, là aussi, un mème peut en cacher un autre et les jeux de mythopoétique peuvent aussi avoir des conséquences inattendues. Autre élément de court-circuitage du mythème macabre, l'appellation, qui désigne la maladie induite par le virus, se veut plus technique, COVID-19, de même que le syndrome SARS-CoV-2, inscrivant une sérialité avec l'ancienne pandémie du début du millénaire sur le modèle narratif des séquelles. Nomination neutre, voire bureaucratique, qui semble correspondre à un fantasme de contrôle scientifique sur la menace, limitant de fait la souveraineté inhérente à son titre. De fait, c'est tout le potentiel macabre du mythe qui est singulièrement déjoué dans la même sphère. On pourrait s'attendre, suite à 2 décennies d'invasion zombie, sur laquelle j'ai assez travaillé, à une surdétermination par le modèle zombiesque et sa variante mineure de l'infection mutagène, qui a dominé l'imaginaire de la contagion depuis le SARS-CoV-1 de 2002-2004. Or, si celui-ci a pu initialement fonctionner dans une timide tentative de domestication, ce vecteur s'est très vite estompé. Alors, par exemple, dans la Bible mémologique Know Your Meme, la seule référence zombiesque reste la photo de la manif anti-quarantaine d'Ohio qui semble s'inscrire délibérément dans cet imaginaire, le réactivant. Donc, on retrouve un peu l'idée de Dawn of the Dead avec les zombies qui essayent d'entrer dans le supermarché que tout le monde connaît. Mais comme on l'a déjà constaté, le potentiel macabre est essentiellement contourné par l'autre impératif du tabou de la mort. Confronté à un retour à plusieurs titres archaïques au réel du macabre, le zombie semble soit trop anxiogène, et on constate un peu partout l'évitement de toute image des victimes de la pandémie, selon une logique déjà installée dans la guerre sans cadavre lors de la médiatisation de la première guerre d'Irak, soit trop domestiqué, banalisé par une série de zombie walks et de zombie rom-coms. D'où son étonnante inopérance mythopoétique actuelle que résume parfaitement ce même « What I expected versus what I get » et que vous avez sûrement aussi partagé. Donc, l'apocalypse qu'on attendait, c'était l'anarchie et les zombies. Et on a home office et no toilet paper, un peu exactement comme on est un peu en train de ce moment. Je ne sais pas pour le papier comment vous êtes dans vos réserves. Mais pour le home office, c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. Le seul écho mémétique de la mort macabre est pour le moins surprenant. Plus inattendu que le référent zombie qui en hérite depuis sa réinvention par Romero, le spectre médiéval de la danse macabre s'actualise et s'exotise sur la même sphère en passant par le regard ethnographique à la fois qui se recarnavalise. C'est le coffin dance des porteurs de cercueils de Ghana qui permet à la fois d'évoquer la mortalité extraordinaire du virus et de la dénier en exaltant une festivisation doublement décontractée, de par la mise à distance de la réappropriation culturelle et par le caractère très cool de la performance. Bon, on sait que c'était déjà quelque chose qui était viral, c'était une forme de extreme fail. Chaque fois que quelqu'un commençait une action et que les danseurs du Ghana apparaissaient, c'était un court-circuit rhétorique pour indiquer la causalité et la fin de l'histoire. Proche de l'esthétique transculturelle de la grande expo Africa Remix de 2004, le remixage de la capsule vidéo initiale avec l'Astronomia de Vicetone et Tony Iji renforce le caractère décalé et festif. Rebaptisé Coffin Dance, le morceau est désormais la bande-son officieuse de la pandémie sur le web, aux antipodes de la symphonie numéro 5 mouvement 4 de Mahler, qui accompagnait de sa mélancolie morbide la progression de la peste dans Mort à Venise de Visconti. De la décadence symboliste au techno, c'est toute une esthétique musicale de la mort, pour reprendre le terme de Michel Guillaumard, qui a elle aussi muté. Alors moi, juste vous montrer un peu les 3 dernières itérations que j'ai reçues sur mon WhatsApp. Alors elles sont un peu locales parce que c'est l'Espagne et qu'en Espagne, on s'amuse beaucoup à se moquer du gouvernement comme un peu partout. La dernière, c'est Pedro Sánchez, le président, qui nous dit que tout est sous contrôle et évidemment, il prend les traits d'un des danseurs du Ghana. Et une des plus drôles, évidemment aussi, c'est celle de Kim Jong-un qui voit dans ses jumelles le spectre des danseurs de... alors bon, il y a plein de variantes sur Kim Jong-un. C'est assez, là aussi, exotisation, la référence... par l'autre, etc. Bon, j'arrive pas à la retrouver. Je vais passer très vite sur le fait que, bon, il y a plein d'autres éléments. Il y a le fait des origines monstrueuses, alors que ce soit des origines... l'impureté du repas, du banquet initial avec la chauve-souris, etc., ou bien le fait que ce soit un virus
produit par l'homme selon les théories du complot. En tout cas, il y a plein d'éléments qui essayent de mythologiser le coronavirus. Et je vais juste sauter à ma petite conclusion. Contrairement au mythe amérindien étudié par Lévi-Strauss, il est difficile de cerner dans la mythologie plutôt barthésienne qui nous occupe de réels dépassements des contradictions qui la traversent. L'évitement de la mort sera-t-il possible jusqu'au bout dans notre régime de représentation ou finira-t-il par fléchir sur le poids d'un macabre retrouvé non plus ludique ou fictionnalisé? Réussira-t-elle à donner naissance à de nouvelles mythologies sociétales ou politiques ou finira-t-elle par être subsumée par les mythocraties en place, reléguée au rang d'énième négativité surmontée, bonne à nourrir une nouvelle génération de films de série Z et de jeux vidéo survivalistes? Cette constellation encore mouvante dépendra en grande partie de la durée de la menace, essentielle à la cristallisation durable du mythe, en mythologie comme ailleurs. Coronavirus not dead yet. Merci.